Bienvenue à ce nouveau petit déjeuner de l'association des directeurs immobiliers. Alors c'est un petit déjeuner très particulier puisque nous sommes vraiment au cœur de l'action de l'association des directeurs immobiliers. Nous martelons, nous faisons de la pédagogie par répétition. L'immobilier, ce n'est pas qu'un centre de coûts, c'est surtout un lieu de création de valeur. Donc là, on a la chance d'avoir au sein de l'ADI un groupe de travail d'une douzaine de personnes qui a animé Jean Dignat, qui a travaillé sur un ouvrage qui, je crois, a beaucoup de valeur, lui aussi, qui crée de la valeur parce que c'est un retour d'expérience de grands praticiens. Et je tiens donc à remercier Jean Dignat et le groupe de travail, à remercier également Frédéric Nouel et Étienne Chénaud de GIDE qui nous ont aidés dans la finalisation du document et les compléments d'actualité juridique, réglementaire ou fiscaux. Donc merci à tous d'être nombreux ce matin et je laisse évidemment très vite la parole au groupe et à la table ronde. Merci. Merci et bonjour à tous. Bienvenue donc à cette table ronde qui sort la veille de cet ouvrage, qui est donc le prochain livre blanc, enfin le nouveau livre blanc de l'ADI, que vous pourrez retrouver dès demain en librairie et qui justement développe tous les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Je crois même qu'il est en avant-première sur la table à la sortie. Bonjour à tous. Donc, ce matin, donc, nous allons parler de l'externalisation des actifs, mais au-delà de ça, toute la façon dont l'immobilier peut générer de la valeur financière. Il y a 10 ans, l'ADI écrivait un premier livre blanc sur l'externalisation des actifs, une pratique qui tendait à se démocratiser, poussée en cela par la fiscalité notamment. Il s'agissait, pour schématiser, de vendre un immeuble tout en continuant de l'occuper et en s'engageant à continuer à y rester pour récupérer des liquidités. 10 ans plus tard, avec ce nouveau livre blanc qui sort donc demain, l'ADI propose une actualisation du sujet, le sell-leaseback, je vais essayer de ne pas le prononcer trop de fois pendant cette conférence, promis, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'évolutions, des évolutions réglementaires, des évolutions comptables, mais aussi des évolutions de contexte et des évolutions de marché. On va donc s'intéresser au sujet et voir s'il est toujours intéressant de pratiquer d'avoir recours à ce genre de pratique. Et puis, dans un second temps, ce livre blanc développe toute une panoplie de nouvelles options qui s'offrent aux directions immobilières pour créer de la valeur, en optant pour les bons choix stratégiques, les bons montages, etc. Et ce sont donc ces deux sujets que nous allons développer ensemble ce matin avec notre panel d'intervenants. Dans un premier temps, je vous propose de vous présenter en nous donnant quelques mots sur votre périmètre, de façon à ce que l'on comprenne l'étendue de la chaîne de valeur qui se trouve autour de cette table. Je vous laisse commencer. Je vous remercie, bonjour à tous. Étienne Chénaud, je suis avocat au barreau de Paris et j'exerce au sein du département opérations et financement immobilier du cabinet Gilles Lorette Nouel. Je suis intervenu sur principalement la rédaction du prologue, et en tout cas sur la revue du cahier aux côtés des différents contributeurs de l'ADI, avec Frédéric Nouel, qui ne peut pas être avec nous ce matin. Mais on intervient sur l'ensemble des aspects des problématiques immobilières rencontrées par nos clients, qu'ils soient promoteurs, investisseurs et aussi utilisateurs. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Fadia Karam, directrice de développement de SNCF Immobilier. Dans ce périmètre-là, j'ai en charge de piloter l'activité de valorisation des fonciers de la SNCF, hors périmètre gare, donc qui sont sous la responsabilité Gare et Connexion, à l'échelle nationale bien évidemment. Et donc, dans ce périmètre-là, il y a la location, la cession, et puis avec la création de la branche SNCF Immobilier, on a voulu aller plus loin dans la chaîne de valeur. Donc d'aller être développeur de la ville, donc co-fabricant avec les collectivités locales, et d'où ma deuxième casquette en tant que directrice générale d'Espace Ferroviaire, qui est une filiale dédiée, une SAS privée, donc du groupe SNCF, qui acquiert les fonciers stratégiques, les aménage et les développe en programme immobilier, seul ou avec des tiers, et qui va être un peu l'objet de présentation de ce qu'on fait et comment on fabrique ces projets en interne et avec les partenaires. Bonjour, je m'appelle Jean Dignat. Quand je ne travaille pas pour l'ADI, je suis directeur du développement stratégique de Postimo, la filiale immobilière de la Poste.
Dans mon périmètre, il y a les transactions, acquisition, cession, mise à bail, prise à bail, l'ingénierie financière. Et je porte également des participations de Postimo dans différentes activités. Un OPCI où nous avions externalisé des actifs et différentes filiales, dont une filiale de coworking. Bonjour, je suis Xavier Douard, moi j'appartiens à Natixis, je travaille à la direction Workplace de Natixis et je suis en charge de l'asset management. En fait, ça recouvre le sourcing des immeubles donc, nécessaires pour loger tous les collaborateurs de Natixis et d'autres maisons mères. C'est également toutes les transactions qui accompagnent l'immobilier d'exploitation. Et puis, nous jouons également le rôle de bailleur interne auprès de toutes les entités de Natixis pour mettre à disposition les espaces de travail. Je vais vous laisser utiliser les micros qui sont devant vous. Merci pour ce petit récapitulatif. On comprend bien l'étendue des profils autour de cette table. Un petit retour en arrière, peut-être un peu d'historique avec vous, Jean, si vous le voulez bien. C'est ce mouvement d'externalisation, comment est-il né et à quel moment s'est-on dit qu'il y avait là un levier pour générer de la valeur? Alors, il n'est pas né en France, hein, il est né dans les pays anglo-saxons. Il est arrivé en France dans les années 2000. À la fois généré par des besoins importants de cash d'entreprise qui avaient dans le sous-jacent immobilier des fonds propres qui ont pu être monétisés. Il est arrivé également par la création des OPCI. Les OPCI ont été un coup de pouce important au niveau des externalisations parce qu'on a pu créer des véhicules bien structurés, des véhicules réglementés. Et puis, il y a eu un coup de pouce fiscal qui a fait que, une exit tax qui a fait que la moitié de l'imposition a été gommée pendant quelques années. Donc, ça a été un coup de boost énorme pour les externalisations et les OPCI institutionnels. Voilà. Donc, c'est né à ce moment-là. Ça a été l'occasion du premier cahier que nous avions fait à l'ADI. Simplement, depuis 10 ans, le contexte a évolué, le contexte réglementaire. IFRS arrive, enfin on en parlera pas mal, mais IFRS change un peu la donne dans la perception, dans la lecture de la détention des actifs. Bon, les taux bas font que là aussi, le coût de l'argent que peut avoir un OPCI fait que parfois externaliser peut coûter davantage. Cela dit, les besoins sont toujours là. Une entreprise a besoin de mobiliser des fonds propres. Et donc, les entreprises ont souvent besoin de recourir à cette technique. J'ajoute que nous avons fait un OPCI Postimo dans les années 2010 et là nous vivons le renouvellement des premiers baux. Donc c'est une expérience très intéressante parce que souvent dans les externalisations on voit le court terme mais le long terme avec l'indexation des baux peut se révéler très coûteux pour l'entreprise. Et là, nous avons vécu une première période de renégociation au profit des locataires, mais également des porteurs de titres. Alors, pour être sûr de bien partager la même compréhension du sujet, donc ce que je comprends, c'est que ce mouvement d'externalisation, il y a quelques entreprises se sont dit « j'ai intérêt à rester dans ce bâtiment, mais plus à en être propriétaire ». C'est ça, quelles étaient les premières à l'avoir fait et comment ça s'est déclenché? Alors, Orange l'a beaucoup fait. Bertrand parlerait mieux que moi, et beaucoup d'entreprises, des entreprises à réseau commercial, on se rappelle de Buffalo Grill, on se rappelle beaucoup d'expériences d'externalisation, parce que c'est le moyen de récupérer du cash, des fonds propres qui sont bloqués dans l'immobilier, et de les mettre au service du cœur métier, et d'éviter de lever de la dette. Et vous parliez des OPCI, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? À quel moment ça rentre en jeu dans ce genre de mouvement? L'OPCI arrive de mémoire en 2007, et donc c'est un véhicule réglementé donc, qui permet de protéger les actionnaires minoritaires, qui a permis de monter des clubs deals, et surtout, je vous dis, qui nous a permis, les entreprises qui possèdent de l'immobilier, souvent depuis longtemps dans nos livres, avec des grosses plus-values latentes, ça nous a permis de faire des opérations dont la rentabilité était donnée par cette exemption partielle de plus-value.
Jean Digna commençait à nous parler rapidement des évolutions qui sont intervenues par rapport à ce type de solution, notamment des évolutions comptables et réglementaires. On entend parler d'une norme dont tout le monde murmure le nom. Vous nous en dites un peu plus peut-être, Étienne ? On essaie de faire un inventaire des principales évolutions justement sur les plans juridiques, comptables et fiscaux, intervenus depuis une dizaine d'années, puisque c'est la durée qui nous sépare de la première publication du livre de l'ADI. On en a identifié 3 principales, et pour les prendre chronologiquement, il y a la première qui est sur le plan fiscal, avec, comme Jean Digna vient de l'indiquer, la modification, enfin la suppression dans le CGI de l'article 210E. Alors je ne suis pas fiscaliste, mais pour faire simple, c'est effectivement le changement de régime d'imposition des plus-values qui était favorable effectivement au départ, enfin, jusqu'à 2012, jusqu'au 31 décembre 2011, aux reventes qui étaient faites au bénéfice d'un véhicule réglementé, donc au PCI et CPI principalement. On se rend compte que finalement cette évolution a certes encouragé en 2011 une accélération des opérations, mais à partir de 2012 n'a pas remis en question la pertinence, ou en tout cas l'intérêt pour les sociétés, pour les entreprises, de recourir aux opérations d'externalisation. La motivation, en revanche, n'est pas simplement fiscale, comme elle a pu être, en tout cas, principalement par le passé, mais elle peut trouver d'autres fondements, c'est ce qu'on va voir ensuite, mais notamment des fondements, des motivations stratégiques, financières ou opérationnelles. Donc ça, c'est sur le plan comptable. L'autre évolution sur le plan juridique, c'est l'introduction en 2014 de la loi Pinel. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce qu'elle a réformé en grande partie le statut des baux commerciaux, et le bail commercial dans l'opération de sell and leaseback est un outil déterminant, puisque c'est lui qui va nouer toute la relation dans la durée entre le cédant qui devient preneur et l'investisseur qui devient bailleur. De ce point de vue-là, parmi les évolutions qu'on a pu, en tout cas qui ont pu avoir un impact sur la négociation des opérations de sell and leaseback, je pense qu'on peut souligner notamment l'impossibilité ou l'interdiction désormais de refacturer les gros travaux, le 606, ce qui va plutôt dans le sens d'ailleurs de l'intérêt recherché par l'entreprise dans le cadre d'une opération de sell and leaseback, puisque son but est notamment d'externaliser aussi le risque propriétaire. Mais d'un point de vue, enfin, évidemment pour le bailleur investisseur, il y a eu des négociations et notamment des moments un peu plus tendus peut-être sur la négociation de ces points-là, puisque pour lui l'enjeu est d'assurer un cash flow, en tout cas un revenu fixe, aussi peu soumis à l'aléa immobilier, donc à la nécessité de réaliser de gros travaux, de faire face à l'obsolescence des actifs, à différentes évolutions donc strictement immobilières. De ce point de vue-là, il y a eu donc un nouveau traitement, une nouvelle appréhension de l'article 606 dans les négociations, mais ça n'a pas non plus, de notre point de vue, freiné les opérations. Ça a un petit peu changé leur réorganisation, notamment avec sans doute un œil peut-être plus poussé de la part des investisseurs lorsqu'ils font les audits techniques, c'est-à-dire lorsqu'ils s'intéressent à la façon dont l'actif a été géré pendant les années précédentes, afin de mesurer effectivement le coût et les travaux à réaliser dans les années à venir, donc dans les années qui vont suivre l'opération d'externalisation. Mais là encore, pas de remise en question fondamentale de l'opération de sell and leaseback. Enfin, le dernier point, mais je ne vais pas m'inventer une compétence comptable que je n'ai pas, mais qui est beaucoup plus récente, qui est la norme IFRS 16, et qui, mais je laisserai peut-être la parole à des personnes mieux placées autour que moi, mais pour faire simple, en tout cas dans ma compréhension, est entrée en vigueur, enfin s'applique aux exercices qui sont ouverts depuis le 1er janvier 2019, et qui revoit le traitement comptable de l'opération de sell and leaseback, puisque auparavant la prise à bail de locaux était une opération qui correspondait à un engagement hors bilan. Donc le fait de céder un actif permettait justement d'alléger à la fois l'actif et la dette de la société et de sortir en fait l'immobilier du bilan de l'entreprise. Là où aujourd'hui la norme IFRS 16 vise à comptabiliser l'engagement locatif de la société, c'est-à-dire à conserver à l'actif de la société un droit d'utilisation et à conserver à sa dette la dette correspondant à l'engagement de payer un loyer sur la durée ferme du contrat. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que l'intérêt comptable est peut-être moins fort, mais je vais vous laisser compléter, mais est peut-être moins fort qu'avant. En tout cas, je ne sais pas si on a le retour d'expérience aujourd'hui. Je laisse peut-être compléter de ce point de vue-là sur cette partie norme IFRS 16, mais
je pense qu'il est trop tôt pour en tout cas tirer les conclusions de cette nouvelle évolution. Et ce qu'on peut ajouter en complément sur la norme IFRS 16, sans être non plus un spécialiste, mais pour avoir commencé à regarder ses impacts, c'est que l'opération de sell and leaseback, précisément, qui s'appelle cession bail dans la terminologie IFRS 16, n'est pas comptabilisée de la même façon que ne l'étaient les opérations de sell and leaseback sous l'empire des précédentes normes, puisque la plus-value, finalement, n'est pas comptabilisée en totalité. L'idée derrière ça, c'est que lorsqu'on reste locataire, en fait, on conserve une partie de la valeur. Et donc, la plus-value qu'on peut dégager doit être minorée, en fait, de la valeur qu'on conserve. Et la valeur qu'on conserve, elle est représentée par ce qu'on appelle le droit d'utilisation, c'est-à-dire, en fait, la comptabilisation de la durée du bail, en fait, enfin du loyer sur la durée du bail. Et donc, par rapport à une opération qu'on faisait sous l'empire des normes précédentes, où on pouvait dégager la totalité de la plus-value, il y a un effet minorant de la norme IFRS sur une opération de sell and leaseback, qui est récupéré après dans les flux futurs par un autre effet minorant, mais enfin, non pas du loyer, mais de l'amortissement de ce droit d'utilisation qu'on va constater dans les années futures. Et donc à la fin, pour le dire dans des mots plus simples, il y a un lissage en fait de cet effet minorant de la plus-value sur les années futures. Donc on a moins de plus-value, mais l'impact sur le compte de résultat est moins fort ensuite. Donc les motivations finalement d'une opération de sell and leaseback sont différentes de ce point de vue-là. Avant, il y avait un intérêt de court terme, dégager la totalité de la plus-value, alors que sous l'empire de la norme IFRS 16, l'intérêt est plutôt sur le long terme. Donc les approches sont différentes. Donc comptablement, si je comprends bien, il y a moins d'impact qu'il n'y avait pu y en avoir hier sur mon bilan comptable. On a moins l'impression que je viens de faire une excellente opération, notamment parce que finalement mon engagement locatif est aujourd'hui apparent. Quelque part, il apparaît comme une dette. Quand je m'engage sur le long terme, ça apparaît comme une dette sur mon bilan comptable. Donc comptablement, on a moins cet effet waouh de l'externalisation. Et ce que vous dites, c'est quoi? C'est finalement ce modèle qui a su résister à beaucoup d'autres évolutions et continuer de se rendre séduisant et attractif, pourrait continuer de l'être, mais peut-être moins pour des raisons comptables. C'est ce que je comprends? On peut effectivement, je pense, résumer ce point de cette façon-là. Il y a toujours un intérêt, mais qui ne se perçoit pas dans le temps de la même façon. On n'est plus dans le court terme, on est plutôt dans le long terme. Je voudrais dire que ça, c'est la vision d'une société cotée ou de sociétés qui obéissent aux règles des sociétés cotées. N'oublions pas que l'externalisation, ça intéresse toutes les sociétés, même les PME. C'est quand même revenir aux fondamentaux. C'est le moyen de mobiliser du cash et des fonds propres si je l'ai dans mon immobilier d'exploitation. Et pour les PME, les mêmes règles ne sont pas applicables? Ah ben, FRS, non, c'est pas pour les PME. Oui, effectivement, ça fait partie des avantages intrinsèques des opérations de sell and leaseback, qui font sans doute d'ailleurs qu'elles ont perduré au cours de la dernière décennie. C'est effectivement la capacité, comme vous l'avez rappelé, de dégager rapidement et relativement facilement du cash, et notamment pour le réinvestir sur des opérations, sur les cœurs de métier, sur des changements stratégiques, sur le développement d'un nouveau marché, sur le développement de nouvelles technologies ou d'outils de production. Donc ça, c'est effectivement une force importante. Après, elle a été aussi encouragée, comme vous l'avez rappelé, par des facteurs conjoncturels, sur lesquels on ne va pas forcément revenir, mais c'est vrai que l'attractivité des prix de l'immobilier, en tout cas l'intérêt pour l'immobilier, encourage pour une grande classe d'actifs et en fonction de la localisation, mais des prix de revente particulièrement élevés, ce qui effectivement incite et a continué à inciter les entreprises à recourir à ces opérations. Et puis, je pense qu'il y a des éléments qui sont plus fondamentaux, en tout cas qui transcendent les aspects fiscaux et comptables. Il y a le fait notamment, il y a plusieurs enseignements qu'on peut tirer de ces dernières années. Il y a notamment le fait que pour la société, l'opération de sell and leaseback s'analyse aussi et peut-être avant tout comme une opération
purement financière, qui permet donc à la société donc de dégager effectivement ces flux financiers, enfin ces enveloppes financières, et ce quel que soit le contexte. Ça, je pense que c'est un point quand même assez important qu'on peut tirer des dernières années. Et quand je dis quel que soit le contexte, c'est plutôt quel que soit l'état du marché immobilier. C'est-à-dire que l'opération de sale and leaseback peut fonctionner à la fois dans un marché en crise, là où l'entreprise aura potentiellement besoin de liquidités donc pour financer de nouvelles opérations dont je viens de parler, et où elle trouvera des investisseurs plutôt opportunistes, mais pour racheter effectivement les actifs dans ce contexte, ou alors en période de forte croissance, notamment sur le marché immobilier, comme c'est le cas aujourd'hui, où l'offre de biens immobiliers est relativement rare et où il y a des investisseurs pour acheter à des prix élevés les actifs immobiliers cédés. Et en fait, cette opération, cette analyse d'un point de vue strictement financier de l'opération de sale and leaseback, je pense qu'on permet de conclure à un premier constat qui est assez rare en immobilier, c'est que si on analyse l'opération de sale and leaseback d'un point de vue, encore une fois, financier, on se rend compte qu'il y a 3 principaux paramètres qui sont pris en compte par un investisseur pour sélectionner l'actif. C'est la qualité de signature du preneur, qui va effectivement prendre à bail l'actif pour l'exploiter dans la durée. Il y a la durée du bail qu'on va mettre en place, un bail avec une durée plus ou moins ferme, selon évidemment la nature de l'actif. Et il y a aussi le volume d'actifs que la société est en mesure de proposer à cet investisseur. Mais on notera en fait que parmi ces 3 éléments fondamentaux, encore une fois d'un point de vue strictement financier, la localisation de l'actif, qui est pourtant le critère numéro 1 dans une opération immobilière, est finalement pas l'élément principal. Ce qui fait qu'on a pu voir des opérations de sale and leaseback sur des portefeuilles d'actifs parfois isolés, avec des localisations plutôt secondaires, voire médiocres. Donc ça, je pense que c'est un point important à avoir à l'esprit. On pourra le nuancer plus tard, parce qu'on va voir aussi les limites auxquelles ça peut conduire. Mais si on voit l'opération de sale and leaseback comme une opération purement financière, je pense que c'est un enseignement important à avoir à l'esprit. Ce que j'entends, c'est que quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit la localisation du site et quel que soit le nombre de sites, ce type d'opération devrait être de toute façon à minima regardé par les directions immobilières dans une logique d'efficacité et de création de valeur. Mais j'entends aussi que le choix ne doit pas être que financier. Pour les grands utilisateurs que vous êtes, est-ce qu'on se tenterait à ce genre d'opération sur des actifs stratégiques, par exemple, ou est-ce qu'il y a des choix à faire en la matière ? Oui, absolument. Parce que l'avantage de l'externalisation nous donne un statut, alors qu'on est locataire, mais de quasi-propriétaire. C'est-à-dire que souvent, l'opération est accompagnée d'un pacte qui garantit des droits à renouvellement de baux qui sont déjà souvent des 12 ans. Donc on peut renouveler 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc si l'actif est stratégique pour l'entreprise, il est protégé. En fait, ce n'est pas tout à fait mon périmètre d'action, mais au sein de SNCF Immobilier, il y a effectivement parfois des opérations de telle nature. Une des grosses opérations, c'était l'externalisation, si je peux dire, d'une grande partie de patrimoine d'ICF Habitat, qui était une grosse transaction en 2018, l'opération Vesta, où 4000 logements ont été vendus à Swiss Life et Caisse des Dépôts. C'était essentiellement pour retrouver de la liquidité et de capacité de réinvestir sur du patrimoine dans des territoires plus stratégiques. En termes de besoins pour les agents du groupe, parce que ICF Habitat a aussi essentiellement un objectif d'assurer du logement social et du logement, de l'offre de logement pour les agents de la SNCF en priorité. Donc voilà, ça peut croiser des objectifs aussi RH et sociaux. Et c'était un grand pas dans l'histoire de la SNCF. Donc, on voit effectivement la résilience de ce modèle et l'intérêt de le regarder, y compris dans son côté un petit peu, donc le besoin de démocratisation pour que chacun le regarde. Mais au-delà de cette solution, on en voit aussi apparaître beaucoup d'autres. C'est ce que j'ai découvert. Ah, vous vouliez... Oui, je me permettrai, mais juste un petit point quand même pour boucler sur peut-être la nuance sur la partie opportunité de l'opération de sale and leaseback. C'est-à-dire qu'on peut effectivement voir cet outil comme une solution miracle, effectivement permettant de dégager assez facilement du cash et de recentrer les fonds sur le cœur de métier.
parmi les enseignements aussi qu'on peut peut-être tirer des dernières années sur ces opérations-là, et c'est la limite aussi à ce modèle qui justifie sans doute le recours à d'autres techniques pour capter la valeur et pour gérer l'immobilier de l'entreprise, mais c'est quand même certaines opérations, enfin certaines expériences qui ont pu conclure certains acteurs à revenir aux opérations de sale and leaseback. On a vu ça au cours des dernières années, c'est-à-dire à procéder au rachat des immeubles qu'ils avaient eux-mêmes cédés pour les louer, dans la mesure où sur certains actifs, l'alignement d'intérêts que bailleurs, investisseurs d'une part et entreprises cédantepreneurs d'autre part peuvent avoir a priori dans l'opération de sale and leaseback, comme on vient de le décrire, n'est plus tout à fait évident. Et plus particulièrement, pour l'entreprise, l'intérêt est via le bail, donc c'est l'outil clé, mais via le bail de transférer le risque propriétaire, donc notamment sur les sujets obsolescence, gros travaux, etc., tout en gardant la main, et c'est tout l'enjeu de la négociation du bail, sur la façon dont elle va pouvoir gérer l'actif dans la durée, le faire évoluer dans le temps pour répondre à des nouveaux besoins, à des nouveaux concepts. C'est vrai dans l'industrie, mais c'est vrai aussi dans le commerce, c'est vrai dans l'hôtellerie. Donc pour pouvoir faire évoluer l'actif dans le temps, puisqu'on s'engage sur des durées longues. Et parfois, certaines entreprises ont pu reprendre la main sur ces actifs-là en considérant qu'ils étaient stratégique, ou en tout cas que sa gestion, sa détention par un investisseur, malgré les accords contractuels les plus efficaces et les mieux négociés, ne permettait pas, in fine, en fait, d'assurer à l'entreprise la mainmise sur un actif qui s'avère essentiel. Donc je pense que le travail de méthodologie, de préparation des opérations de sale and leaseback est maintenant mieux identifié avec l'expérience, et que tout le travail en amont, la méthodologie d'identification des actifs qui peuvent ou non faire l'opération de sale and leaseback est une étape préalable, incontournable, dans la préparation de ces opérations. Voilà. Alors, on va revenir justement tout à l'heure sur les compétences, y compris les nouvelles compétences requises au sein des directions immobilières pour mener ce genre d'opération, mais aussi sur la notion de risque que vous évoquez. Vous êtes plusieurs à l'évoquer en filigrane, et on va voir que c'est central et que c'est moteur aussi pour les décisions. Mais donc, justement, ce que vous nous dites, c'est que cette solution, elle peut être adaptée ou non à certaines situations, et que les directions immobilières ont su, ma foi, faire preuve d'imagination pour inventer d'autres modèles et d'autres montages pour, là aussi, capter de la valeur. Alors, vous le disiez tout à l'heure, dans ce qui intéresse l'investisseur et dans les points qui intéressent l'investisseur, finalement, un certain nombre sont dus et sont du fait du locataire. Vous parliez de la durée d'engagement, vous parliez de la qualité de la signature. Et il semble que les directions immobilières aient aujourd'hui décidé de capter une part de cette valeur qu'ils participent à générer. C'est notamment le cas avec la location avec option d'achat. Qui peut m'en dire un petit mot ? Alors, oui, globalement, quand on s'est mis sur, je dirais, actualiser le livre blanc d'il y a 10 ans, on s'est dit, mais il n'y a pas que les externalisations. Le directeur immobilier, depuis une dizaine d'années, il a vraiment élargi sa palette dans la création de valeur. Et soit au travers des actifs occupés, et on va parler donc de la location avec option d'achat, soit nous faisons de plus en plus de schémas directeurs et nous sommes amenés à libérer des immeubles. Et donc, quand nous libérons des immeubles, traditionnellement, nous les vendions, mais il y a peut-être d'autres sources de création de valeur. Je pense à la promotion, à la copromotion, qui sont des sujets où là aussi on sort de notre métier pour aller vers un risque que nous ne connaissons pas, mais où nous pouvons monter des dispositifs, la copromotion, soit en amont pour réaliser un immeuble que nous allons ensuite occuper, soit pour réaliser un immeuble que nous allons commercialiser et mettre sur le marché. Donc, pour revenir à l'option d'achat, la valeur que nous donnons, c'est le bail que nous signons. Et bien souvent, nous voyons notre bailleur, 6 mois, 1 an après, vendre l'immeuble avec une grosse plus-value. Donc, l'idée, c'est quand même de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas capter une partie de cette valeur ? Et donc, nous avons, dans le livre blanc, détaillé quelques cas pratiques où on peut, en effet, avant de signer le bail, au moment où le bailleur regarde notre qualité de signature, lui dire, écoute, on veut bien signer ce bail, mais on aimerait inclure une option d'achat, à un prix, bien sûr, valeur à vide, bien sûr,
pour le jour où on fait jouer cette option d'achat, encaisser une partie d'une plus-value qui devient latente. Mais on peut également l'assortir de clauses de partage de la valeur si on choisit de ne pas faire jouer l'option, mais on laisse donc notre bailleur aller au marché, vendre l'actif, et dans ce cas-là, on va partager la valeur. Et on peut donc de cette façon récupérer beaucoup de valeur, pouvant aller jusqu'à 20 mois de loyer dans des cas que nous décrivons dans l'ouvrage. L'autre cas, je vais passer la parole à Xavier, c'est la copromotion sur un immeuble. On va y revenir à la copromotion, mais pour finir sur cette location avec option d'achat, concrètement, quand ça s'est juste pas passé comme ça pendant des années et qu'on est le locataire et qu'on arrive en disant finalement je voudrais récupérer un morceau de cette valeur, ça se passe bien ? Ça se passe bien. On est en concurrence, c'est-à-dire après il faut avoir voilà, ça ne se passe pas toujours bien, ce n'est pas toujours possible parce que il faut que le futur locataire ait un avantage concurrentiel sur les autres ou soit intéressé par un immeuble dans un marché qui n'est pas un marché très liquide. Donc là, le bailleur va se dire je préfère un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Je vais préférer ce locataire et concéder une option d'achat qu'il fera jouer ou pas, mais au moins, mon immeuble sera occupé avec une bonne qualité de signature. Oui, je pense que c'est un point effectivement important et intéressant sur le fait que la signature du bail est un des éléments effectivement déterminants dans la création de valeur de l'immeuble. En tout cas, il est assez légitime que le preneur puisse prétendre avoir sa part du gâteau, soit avec un mécanisme d'option d'achat, soit avec un mécanisme de partage de valeur, donc dans l'hypothèse où le bailleur céderait l'immeuble après. Il y a évidemment des négociations à avoir sur la durée de cette option et sur le prix d'achat. Évidemment, le bailleur, le preneur ayant intérêt à avoir l'option la plus longue possible et le bailleur ayant intérêt évidemment à avoir l'option la plus courte possible. Je pense qu'il est quand même important de rappeler que c'est pas un outil ou en tout cas une solution qui peut être mise en place dans tous les cas. Elle dépend, comme vous l'avez rappelé, d'un rapport de force qui est inversement proportionnel à la liquidité de l'actif. Plus l'immeuble, plus le bailleur aura la faculté, en tout cas aura d'autres candidats pour louer cet actif, et notamment si c'est un actif assez banalisé, et moins il sera a priori enclin à négocier ou à accorder cette faveur-là. Après, c'est un jeu de négociation, notamment par rapport aux conditions à la qualité de signature, aux conditions de marché, aux conditions financières du bail. Et qu'il faut envisager très en amont. Oui, et clairement. Très en amont des négociations, effectivement, c'est un aspect assez structurant qu'on ne peut pas sortir à la fin des négociations, donc c'est à anticiper le plus en amont possible, effectivement. Alors, dans cet esprit de trouver des montages un petit peu différents pour contrebalancer l'effet IFRS 16, il y a ce qu'on pourrait appeler les montages en déconsolidation et que nous avons expérimenté avec le projet des tours du Haut, où nous sommes entrés dans un partenariat avec l'investisseur initial de ce projet qui est Ivanhoé Cambridge, pour négocier en fait les conditions d'une participation de Natixis à travers un véhicule d'investissement qui est Natixis Assurance dans ce projet. Et donc l'idée, c'est vraiment ce que l'on évoque, c'est que l'intérêt derrière ce partenariat, c'est à la fois de partager la valeur que l'on apporte à travers la signature du bail et l'occupation, mais finalement sans intégrer dans les comptes consolidés, puisqu'on parle d'IFRS 16, l'effet par exemple que pourrait avoir une acquisition, donc un effet assez important sur le bilan de l'actif. En l'occurrence, là il s'agit de participations non contrôlantes, et donc elles sont consolidées par la méthode de la mise en équivalence. Ça veut dire que, sans entrer dans les détails, l'impact sur le bilan est assez léger, et finalement donc l'intérêt de ce type d'opération, quand on est utilisateur, on le mesure à travers la limitation de l'impact sur le bilan, et on le compare maintenant à travers ce que pourrait créer une acquisition, par exemple, en direct, et ensuite à travers aussi l'impact sur le compte de résultat
et les loyers qu'on va récupérer à travers cette participation. Et c'est, je dirais, le type de montage, à mon avis, qui permet de bien négocier en quelque sorte la prise en compte de IFRS 16, donc à la fois en créant la valeur, mais sans un impact trop important sur les comptes de l'entreprise et notamment sur le bilan. Donc là, on est sur des montages liés plutôt à des négociations, et puis certaines directions immobilières vont plus loin et se lancent notamment dans la copromotion. Au sein de votre structure, vous avez, je crois, une filiale dédiée à ce type de projet. Quel en est l'intérêt finalement, et pourquoi se lancer à ce niveau de la chaîne de valeur? En quoi c'est intéressant? Donc, peut-être je vais utiliser un petit support un peu pour illustrer ce que je vais dire. Déjà, la filiale, pourquoi la filiale? La filiale Espace Ferroviaire existait, hein, donc elle date maintenant de 20 ans, donc elle n'est pas jeune, mais elle était très jeune en 2015 en taille, c'est-à-dire c'était une dizaine de personnes avec un projet parisien, l'un après l'autre, donc peut-être 3 projets parisiens réalisés depuis 20 ans. Donc c'était pas comment dire, une filiale phare dans le groupe. Elle avait l'intention d'aller un peu plus loin, modestement, de temps en temps, quand il s'agit de foncier stratégique. C'est pour ça que c'était à Paris. Et donc, avec la création de la branche SNCF Immobilier en 2014, à l'époque avec Sophie Boissard, on a bâti une stratégie de valorisation des actifs. Quand j'étais sur les terrains, moi j'arrivais de l'autre bout du monde, j'arrivais du privé, donc je disais mais c'est pas possible. Il y a des fonciers extrêmement intéressants autour des gares et pas que, parce que des technicentres qui se libèrent dans les grandes métropoles. Et je me suis dit mais c'est pas possible qu'on les cède. Parce que jusque-là, c'était une stratégie, on cède, on loue, mais on cède beaucoup. Donc cette défaisance, elle a peut-être un sens, mais pas toujours. Et donc j'ai bâti un plan développement stratégique sur une trentaine de sites, environ 150 hectares, dans les grandes métropoles, en disant allons un peu plus loin dans la chaîne de valeur. Donc déjà les fonciers, quand on zoome un peu, appartient à plusieurs propriétaires, et jusque-là chaque propriétaire cédait son petit bout sans tenir compte de son voisin qui est juste son cousin. Et en rassemblant tout ça, en faisant du remembrement, on arrive à trouver vraiment des emprises extrêmement intéressantes qui peuvent être la base de projets urbains, de création de la ville. Et donc on peut bâtir autre chose avec les collectivités que juste du transport. On peut bâtir de la fabrique urbaine, on peut bâtir des partenariats, parce que tous ces fonciers sont ferroviaires, hein, donc n'ont pas de valeur. Et pour les réintégrer dans les territoires, il faut négocier du projet. Donc c'est là où le sens de mobilisation d'espace ferroviaire s'est révélé plus intéressant. J'ai pris sa direction, on l'a agrandi, mais on a aussi créé des départements avec des experts en aménagement, en développement immobilier, pour pouvoir faire cette fabrique sur ces fonciers dans les grandes métropoles. Donc le business plan, c'est un plan à 15 ans. Donc il préfigure une capacité de développement de l'ordre de 2 millions de mètres carrés dans les grandes métropoles. Et c'est un peu la feuille de route d'Espace Ferroviaire qui est aujourd'hui 45 personnes avec des sous-filiales qu'on a développées en marchant avec toutes les entités du groupe. C'est-à-dire au début, c'était un actionnaire unique, un propriétaire. Et maintenant, j'ai des sous-filiales qui, avec tous les autres propriétaires, donc tous les propriétaires trouvent leur compte d'aller plus loin que la cession, d'aller capter dans l'aménagement et dans le développement immobilier une valeur additionnelle. Et alors toujours en copromotion, c'est-à-dire avec un partenaire promoteur? Alors, toujours avec un partenaire promoteur, non. Donc c'est une stratégie qui s'écrit
projet par projet. Donc, c'est pour ça, peut-être, je vais aller directement à ça pour un peu expliquer un peu plus. Donc, projet par projet, avant de dire, après qu'on a travaillé la stratégie, cession, location, on a réfléchi un peu tout ça, donc on se dit, est-ce qu'on prend beaucoup de risques d'aller plus loin ? Donc, est-ce qu'il y a un enjeu d'aller plus loin ? Et c'est là où la décision se fait. Est-ce qu'on cède à un tiers ou on cède à Espace Ferroviaire ? Parce qu'elle acquiert, donc elle acquiert les fonciers. Donc voilà, le groupe, les actionnaires prennent cette stratégie d'acquérir ou pas les fonciers ou de laisser SNCF Immobilier les céder à des tiers. Donc, l'aménagement, on le fait tout seul. Pourquoi ? Parce que on est sur des fonciers très complexes sur le plan technique, donc 100% minéralisés, des interfaces de réseau ferroviaire, de sécurité, d'interface des voies ferroviaires, des activités lourdes à faire partir. Donc cette ingénierie, elle est un point, un levier d'expertise aussi au sein d'Espace Ferroviaire, mais qui est aussi un travail main dans la main avec les équipes territoriales de SNCF Immobilier qui sont sur le terrain et qui travaillent avec les utilisateurs du groupe toutes ces conditions de libération. Et parfois, on est même emmené à réintégrer des fonctions ferroviaires dans les projets, ce qui rend encore le modèle en montage plus complexe. Donc, c'est pour ça on fait l'aménagement, on achète, on deal les projets avec les collectivités pour ouvrir les doigts à construire. Donc, c'est beaucoup de travail de concertation et de partenariat, concertation avec les riverains qui parfois aussi mettent bien fortement leur grain de sel dans le dispositif pour un peu écrémer le projet ou voire lui rajouter aussi d'autres fonctionnalités. Donc, ça peut être positif comme ça peut être parfois contraignant. Et donc, après, une fois qu'on a viabilisé le terrain, donc par phase, bien évidemment, les investissements, on commercialise les lots à bâtir. Alors, commercialiser le lot à bâtir, là aussi se pose la deuxième question. Est-ce qu'on prend beaucoup de risques d'aller le faire nous-mêmes, le développer nous-mêmes ? Est-ce qu'on va avec des partenaires en co-développement ou tout simplement on est dans un marché où on n'est pas à l'aise, on va vendre des doigts à construire où les opérateurs beaucoup plus solides que nous sont en capacité de porter et de sortir le projet plus vite. Et donc c'est une stratégie vraiment qui s'examine projet par projet dans des instances de gouvernance financière essentiellement qui mesurent cet intérêt. On est dans la même logique pour les sites dont vous parlez et pour un certain nombre de friches, du coup, c'est... Oui, alors essentiellement, les fonciers SNCF sont souvent des friches quand ils sont vidés, donc et des grosses friches. Donc du coup, un premier pas sur la réintégration de ces fonciers dans le territoire, c'est l'urbanisme transitoire. Donc on a créé ce savoir-faire là côté SNCF Immobilier. J'ai ma petite équipe qui travaille ça depuis maintenant 5 ans, donc une vraie expertise sur le sujet. Et le but, c'est que ces fonciers qui ont été depuis des années hors la ville, dans la ville, la réintègrent et donc recaptent de l'humain, de l'usage. C'est à plusieurs vertus. La première vertu, c'est l'image du groupe qui se veut être dans l'action sociétale. C'est le fait de développer des partenariats avec des acteurs innovants en termes d'exploitation que souvent on prolonge dans les projets urbains qui viennent enrichir la programmation de nos projets futurs. Et puis, révéler le patrimoine, parce que souvent on a des très jolis... ce qu'il pourrait être. Pas toujours préfigurateur, mais parfois on intègre une partie de ces programmations dans nos projets, mais aussi ça révèle le patrimoine architectural, qui a une très belle allure et valeur, et ça nous permet déjà de créer une valeur, donc une valeur sociétale, une valeur du patrimoine qu'on remet en lumière, et bien sûr un enrichissement programmatique des projets qu'on redéveloppe après. Les natures d'activités un peu sont déployées, donc c'est plutôt autour du culturel, du festival, du liquide, du ludique, de la consommation, des événementiels. Donc il y a un peu de tout, mais aussi inclusif de type formation, des tiers-lieux. Donc je vous laisse un peu regarder les différents projets. Le but de SNCF Immobilier dans ce cas, c'est pas de
de s'enrichir, hein, parce que c'est des projets qui ne sont pas rentables, c'est juste à zéro. C'est parce qu'on a des investissements à faire pour qui sont à la charge de propriétaires, pour pouvoir laisser la place à l'exploitant de trouver un lieu digne, tout ce qui est responsabilité propriétaire. Après, le modèle économique est complètement porté par l'exploitant. Donc, contre une redevance qui nous doit, mais qui est minime, parce que le but, c'est pas gagner de l'argent. Le but, c'est ce que je disais, toutes les actions vertueuses de valeurs différentes, mais aussi réduire la vacance, le temps du projet, parce que on a un temps long du projet, facilement 3-4 ans avant d'atterrir sur un projet urbain opérationnel. La vacance qui, si je résume, finalement a une valeur financière aussi dans la réduction de cette vacance. Exactement. Donc c'est pour ça que je redis, c'est pas des projets qui sont source d'enrichissement, c'est des volets c'est des projets d'optimisation, de gestion de l'actif, mais aussi de création de valeur d'une autre dimension. Préalable au projet urbain que je projette un peu sous vos yeux. Donc aujourd'hui, donc le temps 2, c'est le temps d'espace ferroviaire qui, juste après, en parallèle que de ce projet transitoire, travaille les projets avec les collectivités, bâtit les modèles économiques, négocie les terrains avec les propriétaires aussi. Le temps de libération de projet, aujourd'hui, ce que je disais, on a un portefeuille de développement, d'aménagement, développement immobilier qui est sous vos yeux avec les chiffres. Donc quasiment 4 milliards d'euros de valeur d'actifs futurs au travers de ces développements. Et depuis 4 ans, on est quasiment à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires d'aménagement en route, là, des opérations parisiennes, 4 opérations parisiennes. Et on a, l'année dernière, mis en place les 3 premiers projets de développement immobilier, quasiment 50 000 m² de développement à Paris et en région, aussi surtout du tertiaire à date. Et voilà, là, on va aller tout seul. Donc, on a réussi aussi à faire avancer les entités financières de groupe dans ce raisonnement pour faire tout seul, et d'autres projets sont en préparation pour faire avec des tiers en matière de développement. Donc voilà, je vous mets un peu sous les yeux les projets parisiens. Donc dans ce cadre de ces projets, on participe aux équipements au travers d'un PUP, donc c'est un permis d'aménager, et qui participe projet par projet en fonction des besoins induits par les projets au financement des équipements induits. Donc aussi les collectivités locales trouvent un intérêt de financer des équipements nouveaux de quartier. Donc parfois ils couplent leurs besoins manquants non satisfaits par une offre nouvelle en faisant des équipements plus importants en taille. Une quote-part est financée par nos projets et l'autre quote-part, ils la financent. Et ces équipements trouvent place physiquement dans nos projets. Donc c'est aussi une autre façon de créer de la valeur urbaine en laissant la place à ces équipements d'intérêt général prendre place dans nos projets et en participant à leur financement. Et puis toutes les voiries, les emprises, les parcs concrets, on les retrocède gratuitement aux collectivités. Donc aussi, c'est pour ça que je dis que la valeur concrète, elle est en partie financière, bien sûr, et on est aux normes du marché, hein, donc une opération de promotion, les marges usuelles des promoteurs, aménagement, les marges usuelles des sociétés d'aménagement. Donc, mais c'est tout le travail d'ingénierie pour réduire les coûts, optimiser, négocier aussi dans toute la chaîne de valeur, pour arriver à créer en même temps de la valeur financière, de la valeur territoriale en intégrant de l'économique et de la concertation et des projets de programmes inclusifs, mais aussi de la valeur verte, parce que on se donne une ambition que tous nos projets soient des projets bas carbone, qu'ils développent une biodiversité positive, qu'ils soient à moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre, donc qu'ils soient aussi allant jusqu'à 50% d'énergie renouvelable dans le cadre de nos projets. Et après, on met la jauge au plus loin possible selon des opérations
où je laisserai une opération sous les yeux à Gare de Lyon-Doménil, où on voit un peu les objectifs où on va. Donc on comprend bien qu'effectivement, évidemment, vous n'êtes pas un acteur tout à fait comme les autres. Pour autant, ce qu'on entend, c'est que déjà, donc, du côté de cet urbanisme transitoire, on a là aussi de la création de valeur, mais peut-être pas uniquement financière et pas prioritairement financière, mais c'est aussi de la valeur. Et à l'heure des reportings RSE et de la quête de sens et de l'urgence climatique et autres, c'est aussi indispensable. Et on voit aussi donc ce modèle de développement, de copromotion, voire de promotion, où là, pour le coup, on est dans un schéma, somme toute, un peu plus classique, qui peut certes générer de la valeur, là encore, sociale, environnementale, etc., mais qui a aussi une pertinence financière pure et dure. Donc ça, oui. Pardon, un point à préciser, parfois dans nos projets, le groupe trouve un intérêt d'être utilisateur. Et donc là, on retombe dans les cas décrits tout à l'heure. Et moi, je pousse, mais je n'ai pas encore réussi cette dernière marche de l'escalier, c'est qu'on raisonne aussi qu'on garde une partie de nos actifs, ou au moins, avant de vendre, de garder une place capitalistique dans ces véhicules d'investissement qui seront créés par des tiers, surtout quand on les loue. Donc voilà, mais ça, c'est une stratégie. La marche était trop haute, là, de traverser tout ça, parce que c'est pas Ça viendra. Oui, ça viendra. Vous, chez Natixis, vous avez plus opté pour le co-investissement, c'est-à-dire un autre choix de partenaire. Ce n'est pas le promoteur que vous êtes allé trouver, mais l'investisseur. Est-ce que l'alignement d'intérêts vous semblait plus pertinent? Vous nous en parlez un petit peu? Donc c'est un petit peu le projet que j'évoquais tout à l'heure, et effectivement tout à l'heure il était évoqué qu'il peut y avoir un rapport de force pour justement rentrer dans ce type de partenariat. Donc il y a un moment effectivement où il faut poser les ambitions de chacun, je dirais, et c'est peut-être à ce moment-là que le rapport de force peut s'établir, mais en fait très vite finalement c'est aussi une rencontre d'intérêts. Alors dans notre cas, à l'échelle d'un grand projet, l'investisseur finalement n'était pas mécontent de trouver à boucler, je dirais, son plan de financement, et à trouver quelqu'un pour porter avec lui un projet sur une longue durée, puisque c'est un projet de construction qui s'étend sur une période de 4 ans. Et puis de notre côté, il y avait toutes les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois minorer en quelque sorte l'impact qu'aurait une simple location, et d'autant plus à la lumière de IFRS, où maintenant la location est inscrite au bilan. Et puis, au-delà des aspects financiers, à l'échelle d'un projet de grande taille, et qui, en ce qui nous concerne, est structurant pour tout le parc immobilier, il y a l'idée aussi simplement d'avoir un partenariat pour définir le projet, le personnaliser autant que possible, puisque dans notre cas, c'est un projet, il y a des salles de marché, donc quelque chose de structurant, techniquement complexe, et finalement qu'on ne pouvait pas installer sans la participation du bailleur en quelque sorte. Et donc à la fin, je dirais, si on met ensemble tous ces éléments, les aspects financiers, les aspects de portage de projet, et puis tout simplement aussi l'aspect opérationnel, on arrive à une forme de co-investissement, et on pourrait dire aussi de co-développement ou de co-construction, où je pense chacun trouve son intérêt. Et pour moi, c'est un petit peu l'évolution aujourd'hui de l'immobilier, avec une nouvelle collaboration, disons, au sein de la chaîne de valeur, où chacun finalement, alors ça implique peut-être un partage différent de la valeur par rapport à ce qu'on pouvait connaître il y a quelques années, mais finalement où chacun trouve son intérêt voilà, dans cette nouvelle collaboration. L'investisseur, parce que je pense que ça facilite à la fin son développement, et aussi ça permet de configurer l'immeuble au dernier standard, disons, des aménagements de bureaux, et puis pour l'utilisateur, tous les avantages là, que je viens de citer, et qui sont aussi maintenant très importants. Il y a bien sûr la valeur, l'aspect financier, mais l'aspect opérationnel. Donc, je voulais parler 2 mots aussi de ce projet. Donc, Ordonnaire, hein, donc parce que dans la logique de travailler avec des partenaires, donc on a voulu, Espace Ferroviaire, on a voulu de faire une expérimentation différente, de dire au lieu de
travailler, de faire un peu la fabrique du projet tout seul avec les collectivités. On est jeune, on n'a pas tous les savoir-faire. Travaillons avec les opérateurs, promoteurs, mais aussi investisseurs. Et on a fait un appel à projet, un AMI, pour faire appel à des groupements. Donc il y a eu plusieurs réponses. On a sélectionné 4. Et puis après, on a retenu un groupement qui est Emejogic, mais qui sont arrivés dans un partenariat où ils ont déjà des porteurs de projets, des exploitants. Donc du coup, le projet s'est trouvé complètement enrichi en programmation. Donc on les a mis dès l'amont. Donc on n'a pas dessiné du projet, c'est avec eux qu'on a fabriqué le projet, avec ces porteurs de petits projets immobiliers intégrés dans le projet urbain. Et les petits projets, c'est ici Paris, c'est la Bellevilloise, les Camionneuses, c'est des lieux d'animation de quartier, mais aussi MK2, une école de formation de deuxième chance, donc des projets inclusifs. Donc on a une panoplie d'acteurs qui sont investis dès l'amont dans le projet. Donc c'est une garantie que de la richesse de cette programmation future, c'est la garantie qu'il y a un modèle économique aussi bien construit et le groupement des 2 opérateurs vont rester aussi investisseurs de l'ensemble de cette programmation qui est la garante d'un quartier animé, d'un quartier aussi solidaire sur une longue durée. Ils vont rester investisseurs sur une longue durée sur ce programme-là. Et nous, donc, après ce travail un peu qui a pris quasiment 3 ans de cofabrication, nous, on joue le rôle de l'aménageur, on jouera le rôle de copromoteur avec ce groupement. Mais ce qui est important, c'est aussi qu'on est un peu le garant dans la durée de ce qui va se passer demain sur ce quartier. Donc on va au-delà du fait qu'on a livré un immeuble, on garantit une qualité d'usage, une qualité de vie future en sécurisant ce mode d'exploitation futur d'une grande partie des surfaces ouvertes au public. Je voudrais réagir. Oui. Alors, Postimo, nous avons également, depuis une dizaine d'années, développé une politique de copromotion importante sous l'impulsion de Christian Clairet et qui a été reprise par Rémi Ferrege. Cette politique de copromotion est idéale pour nous pour maîtriser le risque, puisque au début, nous étions plutôt sleeping partner, en ayant intégré des compétences pour piloter et contrôler l'opération. La copromotion a généré déjà plus de 200 millions de REX, donc vous voyez, on ne parle pas en chiffre d'affaires, on parle en REX, donc ce sont des montants importants qui permettent de remonter du REX et du cash au groupe La Poste pour financer le cœur métier. On l'a fait d'abord sur des opérations one-shot avec des promoteurs différents, et puis on est allé plus loin en créant une JV avec ICAD, Arcadea, qui a pour vocation de développer le logement en région. Et Arcadea se développe à partir, bien sûr, de la charge foncière des immeubles qu'apporte Postimo, mais ira également chercher de la charge foncière sur le marché. Un autre sujet que nous développons actuellement, nous avons dans les chefs-lieux de département des hôtels des postes qui étaient des immeubles qui se vidaient, vacants, qui étaient des non-valeurs. Nous avons choisi là aussi de nous mettre un peu dans la stratégie du groupe La Poste qui est de se développer dans la silver economy pour étudier la possibilité de transformer ces hôtels des postes en résidences-services seniors non médicalisés. Et nous avons trouvé un partenaire exploitant avec qui nous allons étudier la programmation et la transformation de ces immeubles. Donc on le voit là aussi, c'est comment à partir d'un immobilier restitué qui ne correspond plus à l'usage du cœur métier, comment le transformer pour trouver le marché qui va le valoriser.
Ce qu'on voit là, c'est que beaucoup de formes de partenariats sont possibles. Reste à trouver le bon partenaire, justement, en fonction des intérêts et de l'alignement d'intérêts. Sur certains projets, ce sera plutôt le promoteur, sur d'autres, plutôt l'investisseur. En tout cas, ce que je retiens aussi beaucoup de la préparation de cette conférence, moi, je ne vous cache pas que quand on m'a dit, le sujet, c'est que les utilisateurs, aujourd'hui, veulent capter une partie de la valeur qu'ils génèrent. Moi, j'ai pensé à notre lecteur investisseur, notre lecteur promoteur. Je me suis dit, mais que va-t-il advenir ? Et puis finalement, tous, vous m'avez beaucoup parlé de partenariat. Alors bon, on sait que ce mot, finalement, est joli, mais doit revêtir une réalité contractuelle, etc. Pour autant, on sent bien dans vos discours à tous qu'il est l'heure de casser les silos et de travailler ensemble. Et est-ce que c'est ça la base, mais à condition j'imagine, d'obtenir, enfin, d'avoir quelques compétences de départ. La direction immobilière aujourd'hui, elle doit se structurer pour pouvoir prendre ses choix stratégiques. Quels sont les points de vigilance, les éléments sur lesquels il faut travailler préalablement avant d'aller chercher le bon partenaire pour la bonne opération ? Peut-être d'un point de vue contractuel, enfin juridique, et ensuite je serai évidemment complété sur le plan immobilier opérationnel, mais je pense que comme dans tout partenariat, effectivement, je constate d'un point de vue conseil que l'approche de partenariat se développe fortement, et la copromotion en fait revêt beaucoup de réalités différentes. On peut l'avoir du côté promoteur avec promoteur plus promoteur, on peut l'avoir avec le promoteur plus investisseur, et aussi avec le promoteur plus maître d'ouvrage utilisateur. Dans tous les cas, il y a des fondamentaux qu'il me semble important de respecter. Comme pour tout partenariat, c'est anticiper sur le plan contractuel le périmètre de ce partenariat, et notamment sur une opération de copromotion immobilière, penser à la fois à l'étape conception, réalisation, exploitation, maintenance, et aussi repenser à la revente. Donc c'est toute la chaîne de l'opération immobilière qu'il faut anticiper d'un point de vue contractuel, en veillant à chaque fois à bien répartir la répartition des rôles entre chacun des acteurs, entre chacun des copromoteurs, y compris le maître d'ouvrage utilisateur avec sa nouvelle casquette copromoteur. Penser aux mécanismes de prise de décision à chacune des étapes. Penser évidemment au financement et aussi à la rémunération, alors qu'elle passe soit par des contrats annexes qu'on peut mettre entre différentes sociétés du groupe, notamment pour assurer la gestion, le travail de conseil, d'AMO, de MOD, mais aussi s'il y a des mécanismes de captation de la valeur à la revente des titres, si on a mis en place un SPV ou de l'actif. Pensez à chaque fois, parce que c'est source de contentieux, aux mécanismes de détermination de calcul de la marge, typiquement si on part sur un bilan promoteur, comment on calcule la marge, comment est-ce qu'on actualise le bilan pendant la durée de l'opération si on est amené à faire des choix qui vont avoir un impact sur le bilan de l'opération, et voilà, sur quelle valeur on se met d'accord pour répartir le gain de l'opération. Ça me semble vraiment important. Moi, je crois que le développement par partenariat a beaucoup de vertus parce que ça permet d'éviter de réinventer ce qui existe déjà ailleurs, qui a été testé, et de partir tout de suite sur des modèles éprouvés et rentables. Je pense que Fadia l'a dit, nos projets aussi doivent s'ouvrir vers la ville, c'est-à-dire tout de suite proposer au voisinage de nos immeubles, ouvrir nos immeubles au voisinage immédiat, à tout le public. On va commencer à le faire dans nos immeubles de bureaux. On va les ouvrir au public pour améliorer la sous-occupation, la rentabilité, mais intéresser également tout un monde économique qui est autour de nos immeubles. C'est les sujets de transition énergétique. Là aussi, je crois qu'aujourd'hui, dans nos immeubles, que ce soit les immeubles existants, là aussi, Postimo, nous avons un partenariat avec Sobre Énergie qui travaille à baisser la consommation de nos immeubles. Donc tous ces sujets, on doit les embarquer, c'est-à-dire la proximité avec la ville et puis les sujets de transition énergétique. Finalement, la complexification du contexte et des enjeux amène à casser les silos pour travailler tous ensemble. Peut-être, du coup, je vais rebondir avec la salle, parce qu'il nous reste peu de temps et que sur ce sujet riche de la captation et de la génération de valeur, vous avez sans doute aussi quelques questions. Je vous rends donc le micro. Merci, Christian Clairet.
Merci et bravo pour cette présentation très, très riche et assez complète. Deux réflexions à partager avec vous sous forme d'interpellation. La première, parmi les outils de création de valeur, à titre de témoignage, je voudrais dire que la première marche, c'est la création d'une foncière interne. Je ne vais pas en développer les raisons, mais il faut l'avoir en tête, je le dis pour les directeurs immobiliers présents dans la salle, c'est un outil très puissant de création de valeur. Je ne développe pas, il y en a pour 1 heure si on veut le documenter. Ma deuxième réflexion, vous avez très bien dit, et fort heureusement, que le sujet n'est pas que financier. Fort heureusement, hein, les enjeux de l'immobilier ne sont pas que financiers. Mais pour en rester sur le plan financier, je crois que pour avoir eu la chance de réussir à convaincre mon PDG et le directeur financier du groupe La Poste d'explorer toutes les voies qui ont été présentées ici, il faut vraiment objectiver le débat sur l'utilisation des fonds propres. Parce qu'en fait, ce que l'on met en risque, c'est les fonds propres. Et on est en compétition avec toutes les business units du groupe. Et c'est un des volets que vous n'avez pas trop documenté à l'oral. Je ne sais pas s'il est documenté à l'écrit. Il se pose de ce point de vue plusieurs questions. C'est le montant des fonds propres qu'on sollicite, c'est le rendement de ces fonds propres, c'est le niveau de risque auquel ils sont exposés, et c'est la durée d'utilisation des fonds propres. C'est vrai que les opérations de promotion ont cette vertu, quand elles se passent bien, d'utiliser très brièvement les fonds propres. Quand elles se passent mal, c'est autre chose. Mais là, on en revient au risque. Et mon encouragement et mon interpellation, c'est de dire que pour progresser dans le dialogue avec les directions financières à l'intérieur du groupe et aller de l'avant sur ces sujets, tant qu'on n'a pas objectivé ce débat sur les fonds propres, on a d'énormes difficultés à progresser. Alors la bonne nouvelle est qu'effectivement l'ouvrage est plus complet que nous n'avons pu l'être ce matin. Pour autant, je souligne aussi qu'effectivement il y a cette notion de fonds propres et puis il y a une autre notion aussi dont on a parlé en filigrane régulièrement, mais c'est la notion de risque, c'est-à-dire quel risque je prends tant financièrement que sur tout un tas d'autres volets et qui doit effectivement présider à un certain nombre de choix. Chacun des intervenants a insisté largement sur ces questions lors de la préparation. Est-ce que quelqu'un veut répondre ou est-ce qu'on passe à une autre? Oui, allez-y. Pour rebondir sur votre observation, c'est que dans ce nouveau contexte réglementaire qu'on a rappelé, notamment pour les entreprises côté la norme IFRS 16, qui prévoit donc finalement une inscription à l'actif des sociétés des baux, en fait, de l'impact des baux, finalement c'est une sorte de réhabilitation de l'usage des fonds propres pour l'immobilier d'exploitation, puisque finalement avant cette question ne se posait pas vraiment parce que l'arbitrage sur les fonds propres était forcément en défaveur de l'immobilier d'exploitation puisqu'il n'y avait pas d'impact sur le bilan. Aujourd'hui, la question se repose et finalement ça fait partie de toutes ces options qu'on a ouvertes de savoir si au lieu d'inscrire je dirais son bilan tel que ses baux tel que au bilan de la société, finalement il n'y a pas une autre alternative qui est de mobiliser alors beaucoup ou un peu de fonds propres pour minorer, et c'est peut-être là où pourrait être le critère d'efficacité de l'usage des fonds propres, pour minorer le coût global de l'immobilier d'exploitation. Évidemment, si on regarde l'usage des fonds propres par rapport au coût moyen pondéré du capital attendu par les sociétés, on est souvent, quand on parle d'immobilier, pas bien situé. Mais si on regarde cet emploi par rapport à l'économie qu'on peut générer sur le coût de l'immobilier d'exploitation, il y a quelque chose à regarder et qui peut aussi intéresser une direction financière. Oui, bonjour Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre Dravella. Je voulais apporter une précision, mais je laisserai Bertrand Jasson compléter. Lorsqu'il y a une opération que Jean Dignat a évoquée d'un opérateur qui a vendu son immobilier il y a quelques années, il y a un effet de bord qui n'avait pas été pressenti. Pour reprendre les grands chiffres, hein, c'était un opérateur qui faisait 40 milliards de chiffre d'affaires, qui avait 60 milliards de dettes. Donc, dans un langage plus commun, on dit généralement un diagnostic vital remis en cause. Et en fait, la cession de l'ensemble des biens immobiliers a eu pour effet direct de pouvoir dégager du cash qui, lui, ne représentait que 1/20 des remboursements de dettes. Mais l'effet de bord
auquel on n'avait pas pensé, c'était l'amélioration très sensible de la note des agences de notation. Donc l'amélioration de la note permet de baisser le taux, et le taux a réduit la dette d'une manière beaucoup plus importante que l'apport de cash. Ça, c'est important à préciser. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est vous n'avez pas évoqué une création de valeur par le démembrement, usufruit et nue propriété. Si quelqu'un pouvait le faire, ce serait bien. Merci.